Hey, je suis Stéphanie Ramsey et je te souhaite la bienvenue dans le Talk, l'émission sans complexe, sans tabou. Aujourd'hui, on va parler sexe. Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? On va tout de suite en parler avec Alexandra Fleurisson, aka Mademoiselle Modeuse, qui vient spécialement de Bordeaux pour parler éducation sexuelle avec nous, puis sexualité en général. Allez, tu me suis? Alors, t'es dans quel mood aujourd'hui, Alexandra? Je me sens très bien. Ouais. Je suis de l'excellente humeur. En même temps, c'est un peu comme ça tous les jours. Ah, j'adore! Oui, complètement. Ok, je savais pas. Donc, t'es une personne super heureuse en général, ou on Oui. va dire de bonne humeur en général. Oui, plutôt de bonne humeur. Heureuse, oui et non. Alors évidemment, comme tout le monde, je reste un être humain. Donc effectivement, j'ai mes coups de mou des fois. Mais plutôt de très très bonne humeur. Ouais. Ok. Et alors, t'as fait quoi ce week-end? On en a parlé un peu. Alors ce week-end, j'ai fait des choses très simples en fait. Alors moi au quotidien, j'ai quand même des loisirs très simples, même des fois un petit peu. C'est-à-dire? un petit peu old school. Mais par exemple, ce week-end, je suis allée faire une petite randonnée. J'ai fait le marché dimanche. Oh, c'est cool! Oui. Ah non, moi, je suis madame tout le monde au quotidien. Hein, donc, Ok, on a fait ouais. le marché, on a acheté quoi, dis donc? on a acheté les derniers légumes d'été. Et puis là, il y a une transition Ouais. sur les légumes de saison. Ouais. Donc, avec gros panier de légumes pour faire les soupes, parce que ça démarre. Ah, c'est ton truc. Les soupes, c'est ton truc. Ah oui, j'adore les soupes aussi, ouais. Du coup, là, tout de suite, comment tu te sens avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet? Je me sens bien, parce que je me sens en confiance. Ah, merci. Mais oui, Ça me touche. mais c'est hyper important. Ah, je suis contente. Je suis contente parce qu'en effet, c'est un sujet, mais on en reparlera, qui est compliqué, je trouve, à aborder, surtout aujourd'hui, alors que, en fait, on est dans une société qui se veut de plus en plus ouverte. Et je suis contente que toi et moi, on en parle. Alors, avant d'en parler, je voudrais revenir sur notre relation, parce qu'on se voit pour la première fois aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans qu'on se connaît. Enfin, je comptais, ça fait peut-être même un peu plus. Et je me souviens de la première fois qu'on s'est eu au téléphone, et je te disais ça tout à l'heure, quand on a raccroché, ça faisait, tu sais, genre t'as eu un rencard, tu vois, et que ça s'est bien passé au téléphone. Est-ce que je vais avoir un texto? Ouais, c'était vraiment ça, c'était fluide, j'ai tellement apprécié ce moment-là, alors que, tu vois, on se demandait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut, machin. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est ta bonne humeur, ça c'est vrai. Et le fait que tu sois partante pour plein de trucs, pour explorer plein de trucs. Et notamment avec nous, avec les pulpeuses, à chaque fois qu'on t'a proposé quelque chose, tu as toujours dit oui. Alors que d'autres nous ont fermé des portes, ou nous ont dit non, ou attends, on va voir quand vous allez grossir ou pas. Tu as toujours été, bah ouais, écoute, pourquoi pas, tu vois. Et donc, ouais, j'avais envie de te dire ça. C'est gentil, ça me fait très plaisir. J'apprécie ça chez toi. Mais moi, je m'en souviens aussi vraiment bien le moment où effectivement on a eu cette première conversation téléphonique. Comme je t'expliquais, j'étais dans mon ancien appart. Et le premier appart que j'ai eu quand je suis arrivée à Bordeaux, parce que du coup, effectivement, au niveau des dates, ça correspond. Ouais. Et je m'en souviens très bien, j'étais dans mon ancien bureau. Et en fait, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire, mais oui, je m'en souviens très bien. Je me souviens de la configuration des lieux et c'est assez marrant. Mais des fois, il y a des trucs qui me marquent. Alors après, j'ai un truc aussi, moi, c'est que j'ai une très très bonne mémoire pour des choses souvent insignifiantes. Merci. Globalement, j'ai une super mémoire en fait. Et je me demande si je suis même pas hypermnésique, c'est pas impossible. C'est vrai? Vraiment, ah ouais, je retiens énormément de choses. Mais du coup, de cet appel, tu te souviens de quoi? Que c'était inutile ou... Non, je rigole. Non, je me souviens du contexte en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire que et c'est pas rare que ça m'arrive. Il y a des fois des gens, je les vois comment dire, je les vois après ne pas les avoir vus pendant longtemps. Je suis en mesure de reconstituer mentalement l'environnement du dernier endroit où je les ai vus. Mais je sais pas en fait pourquoi ça me fait ça. Après, quand j'étais petite, par exemple, j'étais super forte en récitation. Apprendre une poésie, c'est pas un problème. Retenir une suite de chiffres, c'est pas un problème non plus. Tu es face à quelqu'un qui ne connaît même pas son prénom, donc j'ai envie de te dire... Non mais c'est vrai, j'ai un vrai souci avec ça. J'ai un souci avec les prénoms.
Je sais les joints à peu près, mais ouais, non. Alors là, pour le coup, complètement différent. Et donc, du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es productrice de contenu, Oui. tu es influenceuse, tu es mannequin de grande taille. Est-ce que j'oublie des choses? Oui, Attends. quelques visières de casquettes. En fait, j'ai un métier en fait, c'est un peu comme un millefeuille. C'est-à-dire que ça a démarré par effectivement quelque chose qui à la base était de la création de contenu. Et ensuite est venue l'influence, ensuite est venu le mannequinat parce que c'est venu vraiment après. Et après, c'est comme une pelote, tu tires sur le fil. Et donc maintenant, je fais aussi du conseil. Je suis consultante social media. Je fais un peu de direction artistique pour certaines marques. J'enseigne aussi en école de communication à Bordeaux. Je fais énormément de choses. Elle continue, hein, donc il y a d'autres choses. Bah, on a parlé Non, d'autres... pour l'instant, c'est bon. Mais des fois, on me propose des choses, je dis non. Parce que c'est pareil, il faut avoir le temps de le faire. Ouais. Parce que je préfère ne pas tout accepter parce que je veux bien faire les choses. Et ça, pour moi, c'est très important. Puis tu es ambassadrice de certaines marques aussi. Oui, complètement, oui. Ouais. Oh, finesse, on a de la chance. On a une star. Hein, non. Bah si, un peu, hein, quand même. En revanche, pour 2 mots à ce sujet-là, moi, j'ai beaucoup de mal avec la starification des influenceurs. C'est vrai? Oui, alors je ne sais pas si ça repose sur un syndrome de l'imposteur, peut-être que je n'ai pas encore digéré. Alors, j'ai totalement confiance dans ce que je fais, mais j'ai du mal à ce qu'on me considère comme une personne qui n'est pas une madame tout le monde, en fait. C'est un peu spécial comme truc, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que ça te gêne qu'on ne te reconnaisse pas? Parce que ça arrive aussi. Pas du tout, absolument pas. Au contraire, moi j'ai même tendance à être gênée quand on me reconnaît beaucoup. D'accord. Parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Après, c'est peut-être le fait que les gens, quand ils me reconnaissent, ils ont un comportement qui n'est pas normal en fait. D'accord. Et je crois que c'est plutôt ça qui me gêne. C'est ça qui te gêne. Et même dans un contexte ultra professionnel, par exemple, les gens avec lesquels je peux travailler, pas tous heureusement, mais souvent, ils sont dans un état de déférence par rapport à moi. Et ça, des fois, ça a tendance à me mettre mal à l'aise. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets les pieds dans le plat, tu vois, tout de suite, tu dis calmons-nous, Oui, après, les gens, ils comprennent au bout d'un certain temps, mais ça passe par l'échange. Hein, quand je leur fais comprendre que tout va bien, qu'ils ne sont pas non plus obligés de mettre les petits plats dans les grands, ça se passe très très bien. Mais des fois, il y a des situations, on ne peut pas les éviter, c'est comme ça. Je crois que le plus frappant, c'est par exemple quand je voyage et que quand il y a quelqu'un qui te dit vous appelez une telle, en gros, hein, pour la faire vous claquer des doigts, elle vous ramène ce que vous voulez. Ah ouais, d'accord. Alors moi, je réfléchis beaucoup à mon passé aussi, parce que moi, quand j'ai démarré ma vie d'adulte, en fait, j'ai été de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée des fois j'ai fait de l'hôtellerie. J'ai fait de la restauration. Donc moi, j'étais petite main à un moment donné dans ma vie. Donc tu as besoin de te rappeler de ça, que ça reste... Disons que quand je vois les gens qui sont à mon service, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. C'est-à-dire que je sais ce qu'ils vivent. Ouais. Et le fait, moi, de surprofiter de ce statut-là, ça m'enchante moyen, en fait. Je suis pas complètement... C'est pas une question d'être à l'aise, mais je trouve que c'est pas complètement indispensable. Et si tu devais décrire en 3 mots ta métier, tu vois, comment tu décrirais? Alors, déjà, je suis ultra polyvalence, c'est sûr. Ultra polyvalence, mais en même temps, je sais très bien que je ne peux pas non plus tout faire. C'est-à-dire que tu me dis, va réparer le siphon de ton évier, je ne sais pas faire, tu vois. Tu as quand même réparé une manche en 2-3 coups de main, on n'en parlera pas, mais ça a été, oh tiens, ma manche, attends, t'as 2 épingles, bip bip, voilà, allez, on peut reprendre. Je suis incapable de faire ça, j'ai envie de te dire. En même temps, le siphon, c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai réparé. Mais ça m'étonne pas. Mais le problème, c'est que je suis très débrouillarde. Mais ça, c'est des choses que j'ai apprises parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai une phase où j'étais célibataire, je suis partie de chez mes parents. Il a bien fallu que je me débrouille toute seule. Et surtout, l'idée de toujours mettre mon sort, mais sur des choses très domestiques du type... installer une prise électrique ou installer des suspensions électriques, tout ce qui relève du bricolage, pour moi, je ne veux pas mettre ça entre les mains d'un homme, en fait. J'aime beaucoup cette idée. Non, mais c'est vrai, si on peut le faire soi-même après tout. Oui. C'est comme ça que, par exemple, c'est moi qui ai posé toutes mes suspensions électriques et que chez moi, c'est moi la bricoleuse, en fait. Mon mec n'est pas bricoleur.
Eh ben, tu regardes ça, ce qu'elle dit de toi, tu n'es pas bricoleur. En même temps, on a vu ses mains sur la personne. Non, ne bricole pas beaucoup. Et, la personne a de très belles mains, hein, d'ailleurs. Bon, alors, on va avancer un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Toujours pour qu'on apprenne un petit peu mieux à te connaître. Tu sais, j'aime bien... on va faire un espèce de petit portrait chinois. L'une des premières choses que tu fais en te réveillant le matin. Je mets mes lunettes. Tu mets tes lunettes. Oui, parce que là, ça ne se voit pas, mais j'ai une correction visuelle, je suis myope en fait. Ok. La première chose que tu fais en rentrant chez toi le soir. Je pose mon sac sur la table. En fait, je me décharge de mes affaires. Tu te décharges. Ouais. Ok. Un jour, tu aimerais quoi? Faire quoi? Dire qu'est-ce que tu aimerais Ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai tellement... Moi, des rêves, j'en ai plein. Enfin, des rêves. Je me rends compte aussi qu'il y a plein de rêves que j'avais que j'ai réalisés. Mais d'autres rêves prennent la suite. Et ça, c'est plutôt... Je trouve que c'est plutôt sympa, finalement, de rêver en permanence. Et c'est quoi les rêves du moment? Là, ça fait un peu Miss France, hein, attention. Non, mais moi... Sauver les bébés requins? Non, pas du tout. En fait, c'est par rapport à un constat que j'ai fait là, quand je suis passée, pour le coup, à Paris, le temps de revenir, et aussi que je fais au quotidien. C'est que moi, idéalement, j'aimerais faire disparaître la misère de la surface de la Terre. C'est-à-dire que hier, par exemple, je suis allée au marché, je suis allée retirer des sous. Il y a un monsieur qui a fait la manche à côté du distributeur, je lui ai donné de la monnaie. Et je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, j'ai eu affaire à une personne qui, clairement, assez âgée, donc très compliqué, je pense, pour lui de s'insérer dans la vie, et de se réinsérer dans la vie, plutôt, après être sorti de la vie active. Et là, je me suis dit, mais comment on peut, dans un pays développé comme le nôtre, laisser des gens comme ça sur le carreau? Comment c'est possible, en fait? Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, ça provoque vachement alors, pas de la colère, parce que je suis pas trop une fille nerveuse, mais de l'indignation, vraiment. Et si tu avais 3 souhaits, du coup que l'empathie soit un sentiment inné chez les gens, comme ça. C'est-à-dire on soit naturellement empathique. C'est juste ça. Les deux autres, il y aurait quoi d'autre? Et les deux autres, vivre sur une terre qui soit bien moins polluée. Un monde où on n'ait pas l'impression que tout va péter dans 50 ans. Ça, ce serait bien, ce serait pas mal. Et puis aussi un monde plus égalitaire. C'est-à-dire que plus égalitaire, mais là je parle au terme de l'humanité en soi. En général. Égalité homme-femme, égalité entre les populations du Nord et du Sud. Égalité entre les minces et les rondes. Non, mais c'est vrai, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors on va passer au sujet qui nous anime. Et ça fait un petit moment qu'on en parle toutes les deux. On a même fait un podcast qui tournait un peu sur le sujet qui va paraître dans pas longtemps. On a fait un live qui parlait de l'éducation sexuelle. C'était pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement. Et moi, j'ai refait un live derrière. Ouais. Et en fait, moi, je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que, mes proches ont été un peu attaqués sur le sujet, le fait que je parle d'éducation sexuelle. Visiblement, il ne faut pas en parler. Et puis, visiblement, je suis pas une fille très à fréquenter. Et puis, en plus de ça, je me suis fait insulter. Donc, les nanas et les mecs, et les mecs qui me regardent et qui n'étaient pas contents, on va remettre une couche, les gars. Désolée. Et du coup, on avait un petit peu abordé le sujet. On n'était pas trop rentrés non plus. Ça avait pas mal chamboulé, pas mal de monde, mais dans le bon sens. On a vu pas mal de bons échos, en fait. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on en reparle. Si tu l'acceptes, de revenir sur toi, comment toi, tu as été éduquée. Alors, est-ce qu'on en parlait chez toi, de la sexualité? Et si oui, comment on en parlait? Sinon, comment toi, tu as découvert la sexualité? Alors moi, la sexualité dans mon cercle familial d'origine, c'était complètement tabou. Moi, j'ai été élevée par des parents plutôt autoritaires. Et d'entrée, j'ai compris, quand j'étais enfant, bon, c'était pas une préoccupation, mais quand je suis rentrée dans l'adolescence, que c'était forcément quelque chose dont il fallait pas parler, qu'il fallait à minima ne pas évoquer. Et quant à mon corps défendant, parce que moi j'étais une fille, donc forcément quand on grandit et qu'on est une petite fille, qu'on devient une adolescente, forcément on se transforme. Et que ma propre image et mon propre corps, j'ai eu l'impression que ça m'a complètement échappé parce qu'en fait,
Mon père était tout le temps agressif par rapport à ça. Ah, agressif. Oui, très agressif. Quand tu dis agressif, donne-moi un exemple. Alors, je vais donner un exemple. Je pense que ça va choquer les gens qui vont nous écouter. Hein. Ouais. Par exemple, quand j'allais... Donc là, je te parle de la période collège. Donc, entre mes 10 et mes 15 ans, en gros, à la louche. Hein. Quand j'avais le malheur de mettre un vêtement qui me serrait un peu trop. Alors, quand je dis serré, attention, à l'époque... Ouais. Il n'y avait pas les slims. Les slims, ça n'existait pas. Un vêtement qui serrait, c'était un pantalon de survêt, par exemple, qui était qui flottait pas, quoi. Mais ça restait très soft. Les vieilles, mon Dieu. Non, Mon père, et attention, là, les propos sont très crus, donc je me permets, du coup. Mon père me dit, t'es habillée comme une pute. Et j'étais toute jeune, j'avais entre 10 et 15 ans. Bon, c'était plutôt vers les 10, 11, 12 ans, parce qu'après, j'avais l'habitude. Et ça, c'est quoi? C'est une crainte de sa part, en fait, qui s'exprime là. Je pense qu'en fait, je pense que mon père avait beaucoup de mal avec l'idée que ses enfants lui appartiennent pas, du coup. Enfin, il avait du mal avec ça. Je pense que je suis issue d'une fratrie de 3. J'ai une sœur et j'ai un frère. Je pense que pour lui, ses enfants lui appartenaient, en quelque sorte. Alors, j'en parle au passé parce que mon père est aujourd'hui décédé. D'accord. Mais je pense que dans son esprit, oui, en plus, j'étais l'aînée. Je pense que je lui appartenais un petit peu comme une chose. Ouais. Et que le fait que je puisse sur moi avoir des regards d'autres hommes, c'était problématique. D'autres hommes qui étaient jeunes, pour le coup, c'était des jeunes garçons, en fait. Bon, alors après, lui, il pensait pas qu'à ça, tu vois. Lui, avec son regard d'adulte, peut-être se disait, il n'y a pas que des jeunes autour, il y a des adultes. Et du coup, alors, si on n'en parlait pas dans le cercle familial, comment tu as découvert, comment tu as découvert ton corps et que ton corps pouvait donner du plaisir Comment ça s'est fait? C'est arrivé très tard. C'est arrivé avec le début de ma vie sexuelle, en fait. D'accord. Moi, j'ai pas eu une adolescence. Alors, j'ai quasiment pas eu de petits copains. J'ai tout découvert. En fait, je me dis avec le recul que c'est une chance. J'ai tout découvert en même temps. Et pourtant, je suis pas née dans les années 60. Mais c'est complètement... mais c'est vrai. Et c'est complètement fou. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ma première expérience sexuelle à 20 ans, ce qui en sonnait pas très précoce. Mais ça tient du fait que mon père me verrouillait tout. C'est-à-dire que... Il y avait peut-être une peur aussi de le décevoir ou de... Tu vois, est-ce qu'il y avait ça, cette peur de te dire... Enfin, en quelque part, on dirait que c'était mal, tu vois? Oui. Donc, est-ce que c'est ça? Mon père avait cette espèce d'obsession du fait qu'il fallait que je reste vierge jusqu'à ce que je trouve l'homme qu'il me fallait. Non, mais aujourd'hui, quand j'y pense, je dis, mais était-il sérieux? Je pense qu'il n'avait même pas conscience du fait que c'était complètement pas réaliste, en fait. Et pourtant, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que pour connaître l'histoire personnelle de mon père, pour le coup, mon père, il ne s'est pas privé quand il était jeune. Ouais. Donc là, c'est le deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, même j'en ris, je dis, mais on marche sur la tête, en fait. Donc, c'est en vivant ta première expérience sexuelle avec un ou une partenaire que tu as découvert le plaisir, que tu as découvert que tu avais un vagin, un clito, tout ça. Tu vois, des zones érogènes? Non, j'ai pas tout découvert à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais conscience quand même que... alors, je pratiquais un peu la masturbation, mais c'était très rare quand j'étais avant, les années précédentes. Parce que toujours avec l'idée de me faire gauler par mon père. Ouais. Toujours. Mais en fait, chez moi, le climat était hyper anxiogène. Ouais. J'avais tout le temps peur, j'étais tout le temps... Et d'ailleurs, j'ai mis du temps avant de me libérer de l'emprise mentale de mon père. Hein. Aujourd'hui, je pense que j'étais dans un cadre de maltraitance infantile, et ça, c'est une évidence, en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps parce que pour ça, il a fallu que je m'éloigne géographiquement. J'ai coupé les ponts. Bon, maintenant, avec ma mère, ça va mieux, on va dire, mais quoique je pense qu'elle aussi a été un peu sous emprise, mais elle n'en a strictement pas conscience. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et oui, il a fallu vraiment beaucoup de temps, plusieurs années, parce que pour le coup, il est parti il y a 4 ans, et maintenant, évidemment, ça va beaucoup mieux. Je pense, et c'est terrible aussi à dire, que son décès a débloqué aussi des choses. Bien sûr. Mais autrement, oui, c'était un travail très, très long. Et pour le coup... En fait, ce climat-là a fait, quand j'étais plus jeune, avant mes premières expériences, j'étais très mal à l'aise avec mon corps. Parce que, en plus de cette espèce de harcèlement qu'il me faisait subir, il m'insultait régulièrement sur mon corps parce que j'étais grande, j'étais un petit peu potelée, donc j'avais droit à tout. C'est-à-dire, mon père, il n'était pas vraiment chaleureux, il me donnait des noms d'animaux, en fait. Hein. Donc c'était un petit peu compliqué. Oui, les noms d'animaux très gros, la baleine, l'éléphant. Pardon.
J'aime bien. C'est pas la petite souris, tu vois. Non, c'est la souris, non, c'est la baleine. Voilà, la baleine. Et donc du coup, on fait des expériences au fur et à mesure. On pratique un peu plus la masturbation. Et puis, est-ce qu'on a recours à autre chose? Tu vois, on parlait la dernière fois de films pornographiques. Est-ce que ça, tu y as eu recours? Pourquoi, tu vois? Alors moi, je les ai regardés vraiment en curieuse, en mode je veux voir à quoi ça ressemble deux adultes qui font l'amour. D'accord. Parce qu'en plus du fait que c'était totalement tabou, de moi vis-à-vis de mes parents, c'était même tabou entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, mes parents, je les ai jamais vus vraiment s'embrasser. Il y a juste une fois, j'ai entendu un samedi soir des bruits un peu derrière la porte. Mais le problème, c'est que dès lors qu'ils avaient compris que j'étais réveillée, tout de suite, ça devenait un drame en fait. J'ai souvenir, une fois, effectivement, ils avaient mal fermé une porte, je les ai entendus. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde d'entendre ses parents faire l'amour et c'est pas dramatique. Sauf que le lendemain, mon père, il m'a frappée quand même. Parce qu'il considérait que c'était de ma faute et que j'avais laissé traîner mes oreilles. Alors qu'en fait, c'est pas de ma faute à moi, enfant, si lui, il a une sexualité et si j'en ai été témoin. Mais aujourd'hui, si demain tu as des enfants, je ne sais pas si tu veux en avoir ou pas, si demain tu te retrouves en tout cas avec un enfant face à toi, Parce que tu vois, je me demande, mais est-ce qu'on peut reproduire, tu vois, ce qu'on a vécu? Comment toi, tu t'es déjà posé la question? Moi, je m'interroge, depuis le départ, je m'interroge. Hein. Au début, je voulais pas d'enfants parce que je craignais de les faire arriver dans un monde où tout le monde était méchant avec eux. Mais sauf que ce que j'ai compris avec le temps, parce que du coup, heureusement, je suis devenue une femme mature et que mon cerveau s'est détaché de la personne adolescente que j'étais avant. Évidemment qu'il n'y a pas de déterminisme en soi, c'est-à-dire que je ne reproduirai pas ce que j'ai vécu, et bien au contraire, je pense que j'aurai une démarche tout à fait différente, bienveillante. Et déjà, ce qui va changer, c'est que moi, le jour où j'ai des enfants, mes enfants seront témoins d'avoir des parents qui s'aiment, vraiment. Ouais. Et on leur montrera, et on s'embrassera, et on se galochera. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas d'être obscène, mais c'est pas non plus d'être dans la retenue, et c'est de leur montrer surtout ce que c'est que le vrai amour. Et leur montrer que s'ils sont là, c'est qu'ils sont la résultante d'après-midi sous la couette. Bon, après, ils comprendront comment on fait. Mais, non, mais c'est vrai. Et qu'ils ont été... De petites siestes. Et qu'ils ont été voulus, surtout. Et que s'ils sont là, c'est parce qu'on s'aime vraiment beaucoup. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu dirais que tu es épanouie sexuellement? Tu dirais que ça y est, tu es accomplie? Oui, absolument. Comment on peut dire ça? Tu vois, ça veut dire quoi être épanouie sexuellement pour toi? Moi, la définition que je ferais de mon épanouissement à moi, c'est que, en gros, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Alors, c'est très trivial ce que je raconte. Hein. Non, mais j'utilise des mots un petit peu compréhensibles. J'ai tout ce qu'il me faut dans mon lit et dans mon foyer. J'ai pas besoin d'explorer par ailleurs. Et là, je crois que c'est le signe que dès lors ce qu'on a réussi à construire, ça nous suffit. Qu'on a un petit peu chassé ses instincts on a évacué ses instincts de chasseur. Parce que je suis sûre pour moi, il y a aussi de ça dans la sexualité. Sûr. Dès lors qu'on n'est plus en position, je vais aller à la conquête d'un nouveau partenaire parce que voilà, je m'ennuie, c'est pas suffisant, satisfaisant. Là, je pense qu'on peut se dire qu'on est épanoui en fait. Et puis aussi le fait que moi, à chaque fois que je pratique le sexe avec mon mec, je suis hyper contente. Mais vraiment. Alors, petite astuce. Attention. Attends, génial. Attends, ok. Le sexe casse la migraine. Donc, on peut plus donner cette excuse? Non, en fait, alors, je le sais d'expérience. Et c'est vrai. En fait, je pense qu'en fait, ça dilate. Oui, ça dilate les vaisseaux, en fait. Et c'est une réaction physiologique, pardon. Mais ça dilate les vaisseaux, et donc du coup, ça le fait pas complètement passer, mais ça atténue sacrément les maux de tête, quand on a des maux de tête assez réguliers. Mais écoute, hein, chérie, si tu me regardes, moi qui suis migraineuse, ça va y aller. Hein. Du coup, celles qui utilisent ou utilisaient, parce que je suis sûre qu'il y a des messieurs qui nous regardent. Ou ceux. Moi, je l'ai eu souvent, ça. Ah non, j'ai mal à la tête. Voilà. C'est pas possible, parce que ça fait du bien. Alexandra le dit. Et après, tu te sens... Wouhou. Mais du coup, les règles. Ah, gros tabou, les règles. Ouais. Les règles pendant l'amour ou les règles et la sexualité, c'est quoi ton avis sur le sujet?
Moi, je considère que il n'y a pas de semaine interdite, hein, comme certaines personnes l'appellent. Après, chacun fait ce qu'il veut. En fait, ça va dépendre de tellement de choses. Ça va dépendre de si on a des règles douloureuses. Ça va dépendre si on a des gros syndromes. Enfin, si on a de grosses manifestations de syndrome prémenstruel qui continuent, maux de tête et maux de ventre, etc. Si on ne se sent pas bien. Ça va dépendre aussi de rapport qu'on a avec son propre corps et son propre sang. Je comprends qu'il y ait des gens que ça les... Filles et garçons, d'ailleurs, c'est pas souvent... Oui, bien sûr. D'ailleurs, assez curieusement, c'est plus souvent les femmes qui sont dégoûtées que les hommes. Tout à fait. Mais ça dépend ça dépend le rapport qu'on a avec ça. Moi, ça me gêne pas dans le sens où j'ai pas... Clairement, sur ce terrain-là, c'est pas compliqué. J'ai pas des problèmes liés à ma semaine de menstruation. C'est pas dur à gérer. Et c'est très rare quand je me passe d'activité sexuelle pendant cette semaine-là. Mais tu sais, je me suis souvent posé la question. Et moi, j'ai très mal, j'ai souvent très mal. Là, je suis dans la syndrome prémenstruel, donc rien ne va plus. Bref, moi, je vis les choses hormonalement, c'est très compliqué. Ceci étant, je pars du principe que si l'envie est là, il n'y a pas raison de se restreindre. Pourquoi se restreindre en fait? Non, mais je suis complètement d'accord. Tu vois, après, je peux comprendre que pour lui ou pour elle ou pour les deux, quel que soit ton partenaire ou ta partenaire, que oui, ça soit un peu que tu te dises, mais la meuf, elle est en train de faire une hémorragie, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Après, je comprends que ça puisse être assez spectaculaire quand on le vit. Après, je pense qu'on peut aussi s'adapter. Il suffit de s'adapter dans les pratiques. Il suffit aussi de s'adapter chez soi. C'est vrai que des fois, j'entends, mais bon, on va tâcher les draps. Est-ce qu'en soi, c'est rédhibitoire? Si l'envie est là, en tout cas. Et même, je sais pas, il y a des astuces, hein, nous. Bien sûr qu'il y a des astuces. Enfin bon, bref, je vais pas... Regardez sur Internet. Je vais pas vous apprendre la vie, quand même. Mais on en parle sur lespulpeuses.com. On parle beaucoup de sexualité, donc je t'invite à aller regarder nos articles sur le sujet. Alors, je ne sais pas si Alice, notre rédactrice, a déjà rédigé un article sur les règles et le sexe, mais oui, non, elle me dit non, dans l'oreillette, de très loin. Donc, je pense que Alice va être sur le coup dans pas longtemps du règle et des sexes, parce que des sexes, oui, des sexualités, parce que pourquoi pas en parler en fait. Alors, j'ai une surprise pour toi, Alexandra. J'ai rencontré il y a quelques semaines Anastasia, qui est une artiste qui joue du ukulélé. J'ai beaucoup aimé sa performance lorsqu'elle me l'a fait écouter pour la première fois. Et en fait, son challenge à chaque émission, c'est qu'on lui donne 2 mots et puis qu'elle improvise sur le sujet, donc au ukulélé, et qu'elle chante en anglais sur le sujet. Donc, si tu avais 2 mots à lui donner, vas-y, lâche-toi. Brouette. Brouette. Et imprimante. Et imprimante. J'adore cette fille. Alors, on retrouve Anastasia qui est en train de se préparer. On la retrouve tout de suite pour brouette et imprimante. Fallait le faire quand même avec brouette et imprimante, bien joué. On remercie Anastasia qui a réussi haut la main. Alors, j'ai un petit truc pour toi. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est pour te remercier d'être venu jusqu'à nous. C'est le petit tote bag. Tu verras, il est à soufflet, donc tu peux mettre ta petite gamelle, tout ça.
Donc ça c'est pour toi. Merci. On va t'envoyer dans quelques jours aussi le portrait de toi qu'a fait l'artiste l'atelier Ocla, Audrey. Mais voilà, on a utilisé une photo de toi sur Instagram qui nous a inspiré, Audrey et moi, et puis on y a posé un mot qui pour nous te représente. Donc voilà, je vais te l'envoyer dans les prochains jours. Pour terminer, moi j'aimerais bien puisque tu as lancé un défi d'imprimante et brouette Anastasia, te lancer un petit défi. Ici, j'ai des petits mots, donc tu vois, hein, merci l'équipe d'avoir fait ces petits mots super bien faits, super bien découpés. Tu vas me dire stop. Et en fait, il y a un mot dessus et tu vas devoir, si tu l'acceptes, faire la pub, comme dans les années 90, 80. Tu sais, c'est trop génial, hein, de ce mot, en fait. Donc, c'est souvent un sujet, comme d'habitude, tabou, un sujet complexe qu'on va essayer tout simplement de décomplexer. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Stop. Je sais pas, du coup. C'est celui-là ou c'est celui-là? C'est celui-là. C'est celui-là? Oui. Le vagin. Ah, très bien. Le vagin. Sinon, tu avais les règles juste après. Donc, tu vas regarder cette caméra et tu vas nous faire la pub du vagin. Pourquoi le vagin, c'est juste bien? Pourquoi on devrait mieux connaître notre vagin? C'est à toi. Ok. Le vagin, tu ne connais pas, pourtant c'est simple. Normalement, tu en as un. Je te le conseille. Teste le vagin, c'est trop bien. Génial. T'as pas envie de tester ton vagin là? T'as pas envie? Avant de se dire au revoir, on a quand même demandé à Flore, qui est notre coach de vie, coach en développement personnel, de regarder un petit peu l'émission et donner ces quelques clés pour mieux vivre sa sexualité, pour mieux vivre, peut-être pour aborder la sexualité en couple ou avec son enfant. On regarde Flore tout de suite qui nous donne ces quelques astuces. Merci Steph. Vos enfants vous posent des questions sur la sexualité et vous avez décidé d'ouvrir le dialogue. Bravo, vous avez fait le bon choix. C'est jamais évident d'ouvrir ce dossier en famille. On n'est pas habitué à cela. Néanmoins, c'est fondamental. C'est fondamental parce que lancer le message à vos enfants, à vos ados, qu'ils peuvent se tourner vers vous et qu'ils peuvent vous parler de sexe, va les aider à avoir une vie sexuelle épanouie et à oser aller prendre l'information. Que ce soit un enfant de 3 ans qui vous demande comment on fait les bébés, ou un ado de 15 ans qui se pose des questions sur sa contraception et sa première fois, vous pouvez faire appel à différents outils. Des BD, des dessins animés, des documentaires, des prospectus chez le gynécologue par exemple. Vous pouvez utiliser toute une palette d'outils qui vont vous aider à vous mettre sur les rails de cette communication. N'hésitez pas à adapter votre discours avec les mots qui vous mettent les plus à l'aise. Ce qui compte, quels que soient les canaux de communication, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, c'est de ne pas vous juger, c'est de vous autoriser à revenir sur des réponses, ou alors parfois, si vous sentez que vous allez avoir du mal à répondre à votre enfant ou à votre ado, c'est de lui dire que vous allez revenir vers lui un petit peu plus tard et d'adapter de la meilleure façon possible votre discours. Si vous sentez que ça reste très compliqué d'entrer dans la matière, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un de confiance, que ce soit un parrain, une marraine, un frère, une sœur ou même votre médecin de famille. Autorisez-vous à faire appel à d'autres personnes qui pourront peut-être, elles, ouvrir le débat et entrer en communication plus facilement avec vos enfants et par là vous aider à vous-même entrer dans le dossier. Encore une fois, vous avez fait le bon choix. Bravo. Pour résumer, vous avez décidé de parler de sexualité avec vos enfants. N'ayez pas peur d'être maladroit. Ce qui compte avant tout, c'est que vous ouvriez le dialogue. Ne vous jugez pas sur la manière dont vous l'ouvrez. Ça va venir au fur et à mesure. Également, privilégiez les canaux de communication qui vous mettent le plus à l'aise. Donc le dialogue, ça peut être aussi de la BD, du dessin animé, du documentaire, des prospectus pris chez le gynécologue ou chez le médecin. Et enfin, si c'est vraiment très difficile pour vous,
Vous n'êtes pas seul, faites appel à une personne de confiance de votre entourage, par exemple un parrain, une marraine, un frère, une sœur ou un ami de confiance. Bon, je pense qu'avec les conseils de Flore, là, il n'y a pas moyen. Tu peux en parler autour de toi avec les personnes de confiance. Et puis, tu peux y aller, hein, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Eh ben, écoute, je te remercie Alexandra Mais avec plaisir. d'avoir Merci pris pour sur ton l'invitation. temps. D'être venue avec nous, d'avoir osé parler de ce sujet qui est si important pour nous les femmes et qui pourtant est aujourd'hui trop tabou. On en parlait de ces histoires de femmes qui ne connaissent tellement plus leur corps, qui ont connu l'éducation sexuelle sur Snapchat. On pourra en refaire une émission sur le sujet. Merci de t'être déplacée, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Eh bien écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est que le mois prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode. D'ici là, nous, on va aller se faire plaisir en fait.